Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons notre série de 5 webinaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adhésion au changement et du retour à la performance pour la survie de l'entreprise. Ce webinaire sera présenté sous forme d'interview avec deux conférenciers, Nathalie, coach du changement et sophrologue, et Jean-François, consultant en performance d'entreprise et management des organisations. Je vais laisser la parole donc au premier des intervenants, comment faire accepter le changement, et je m'adresse à Nathalie. Bonjour Cathy, merci de nous accueillir pour ce webinaire. Alors déjà, la question de la performance en entreprise, c'est quand même un concept qui est multidimensionnel et extrêmement complexe. Donc, on va aborder la performance sous un certain angle qui est plutôt dirigé sur la QVT et le bien-être dans ce webinaire, en tout cas pour ma part, et laisser l'angle économique et financier de côté, puisque ce n'est pas mon domaine d'expertise. Donc, dans la QVT, on intègre tous les acteurs qui participent au développement de l'entreprise, que ce soit les dirigeants, les RH, les managers. Je te coupe une petite minute, Nathalie. Est-ce que tu peux préciser QVT? Parce que nous allons avoir des personnes qui vont nous écouter, qui connaissent ces termes-là, et d'autres qui ne les connaissent pas, et on ne leur en voudra pas du tout. Donc, précise QVT. Tout à fait, on a tendance à être un petit peu dans notre monde avec notre jargon, mais QVT, donc c'est la qualité de vie au travail. Parfait. Donc, elle intègre donc tous les acteurs, que ce soit les dirigeants, les RH, les managers, les salariés, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et c'est un des éléments qui peut être quand même pris en considération parmi d'autres pour contribuer à la performance. L'absence de qualité de vie au travail peut entraîner l'absentéisme, le turnover, des accidents du travail, des maladies professionnelles, du stress et j'en passe. Et tout cela a un coût. Et lorsque la qualité de vie au travail et le bien-être sont pris en considération, ça peut vite devenir quand même des leviers de performance. Ça peut augmenter l'efficacité, la persévérance, la productivité ou encore la créativité. Donc, avant le Covid-19, avant le confinement, on ne pouvait déjà plus parler de performance sans parler de mobilisation des salariés, de motivation des salariés ou encore de climat de travail. Alors, lorsqu'on s'attarde sur les indicateurs aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai puisque pour relancer leur activité ou maintenir leur activité, on a besoin quand même de tenir compte des éléments et des acteurs de l'entreprise. Donc, la QVT est vraiment un élément important à prendre en considération lorsqu'on aborde cette notion de performance en entreprise. Alors, durant les 2 mois de confinement, les salariés, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, et là, quel que soit le niveau, on a pu tous découvrir de nouveaux fonctionnements, possibles ou pas. En tout cas, on a expérimenté, et tout cela pour continuer la production. Et puis aussi, chacun a pu découvrir son propre fonctionnement dans une nouvelle organisation personnelle avec une nouvelle approche. Donc, on a été contraint à expérimenter et je pense que ce n'est que le début finalement. Donc, on a pu voir certains salariés ont quand même fait preuve de beaucoup d'imagination et de créativité pour ne pas rester sur le carreau. Et ça a été différent, l'approche a été différente selon les secteurs d'activité, bien sûr. Alors, quoi qu'il en soit, la performance d'aujourd'hui, on ne peut plus l'aborder de la même manière que ce que l'on a pu l'aborder il y a encore 3 mois. Il me semble que les cartes ont été redistribuées. Donc, nous sommes quand même dans un nouveau paradigme et l'entreprise et les salariés ne peuvent plus vraiment espérer retourner dans l'ancien fonctionnement. Alors, même aujourd'hui, si l'entreprise est quand même focalisée sur la reprise de l'activité et de la productivité, à un moment donné, la QVT va quand même devoir être prise au sérieux pour pouvoir maintenir la performance. Et les entreprises qui réussiront à se sortir de
de la crise seront celles qui auront su s'adapter et saisir les opportunités, qu'elles soient en interne ou sur leur marché. Parfait. Est-ce que je peux te donner la parole, Jean-François? À ton avis, toi spécialisé en performance, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, pour la performance, d'abord, la première chose, je pense que c'est qu'est-ce qu'on entend par performance? Usain Bolt au 100 mètres, est-ce qu'il est performant quand il court 10 secondes? Moi, si je cours 10 secondes, est-ce que je suis performant? Donc, vous voyez, avec un petit exemple assez rapide, on peut voir que la performance, finalement, elle est relative. C'est-à-dire qu'on parle toujours être performant, performance sur quoi? C'est quoi ce terme de performance? En fait, on mélange performance, efficacité, efficience. Alors, c'est tous des termes qu'on pourra développer, mais pour l'instant, on va juste focaliser sur performance. Et en fait, la performance, c'est lié d'abord à un potentiel. Il a un potentiel génétique. Usain Bolt, je n'ai pas le même potentiel que lui. Et en fonction du potentiel, eh ben, je me suis fixé un objectif. Et par rapport à cet objectif-là, je vois si je suis en phase par rapport au potentiel que j'ai et voir si je l'atteins ou pas. C'est-à-dire que s'il court en 9,60 et d'un seul coup il court en 9,50, on va dire oui, il est performant. Donc voilà, la performance, c'est un peu cette valeur relative. Et donc pour l'entreprise, c'est quoi la performance? Est-ce que c'est la performance du dirigeant, du manager, de l'entreprise? En fait, il peut y avoir également plusieurs points à prendre en compte sur ce retour à la performance. Parce qu'après la crise, en fait, il y a eu deux points que j'ai pu voir. Le premier, c'est des personnes qui ont connu un certain équilibre vie pro, vie perso, qui se disent, tiens, j'aimerais bien le retrouver. Et un autre qui se disent, oui, mais attention, là, il y a des choses qui sont en train de se passer et j'ai besoin de retrouver cette performance. Et c'est quoi cette performance? Et qu'est-ce qu'on met derrière? Voilà. Et pour terminer, pardon? Mais alors, à votre avis, tous deux, elle doit être individuelle ou collective, cette performance? Alors vas-y. Individuelle pour Nathalie? Oui, bon, de toute façon, on va commenter peut-être les deux, tous les deux. Déjà, au niveau individuel, oui, déjà, il va y avoir une nécessité quand même de revoir l'organisation pour assurer la continuité de l'activité, tout en intégrant quand même les besoins, également les émotions des salariés. Alors, les émotions seront abordées dans le prochain webinaire. Cathy, tu me confirmes. Oui, oui. Mais il y a quand même de nouvelles contraintes et de nouvelles habitudes à mettre en place. Donc, les salariés, les entreprises tâtonnent et expérimentent et c'est tout à fait normal. Alors, d'un point de vue individuel et professionnel, l'épidémie du Covid-19 finalement aura permis à chacun de s'interroger sur le sens de toute chose, aussi bien au niveau personnel que également dans le sens du travail en particulier. Donc, avec une envie de revoir sa façon de travailler et de revoir son rapport au travail. Donc, les entreprises vont vraiment être invitées, si elles veulent rester dans la course, à se repenser, à se redéfinir, à redéfinir les valeurs qu'elles veulent véhiculer. Donc, ce Covid-19 a eu un impact sur les rapports humains, sur les modes de travail, sur le sens au travail. Et il me semble que la crise sera traversée avec les compétences essentielles de chaque personne, et tu en parlais, Jean-François, tout à l'heure, justement avec le potentiel de chacun, avec leur engagement et avec le sens que chaque personne trouve à mener ce combat. Et pour cela, les objectifs personnels doivent être compatibles avec les objectifs de l'entreprise. Alors, par exemple, en début d'année, souvent, chaque collaborateur a des objectifs fixés avec son manager et il serait peut-être intéressant de les revoir parce que la plupart des objectifs fixés lors des entretiens individuels sont à présent obsolètes. Donc, il serait pertinent de les revoir pour les adapter à la nouvelle situation en s'interrogeant sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Et il va peut-être falloir faire preuve de créativité et d'innovation. Et pour terminer... Est-ce que ce sont, excuse-moi Nathalie, les objectifs personnels et individuels qui doivent être compatibles avec les objectifs de l'entreprise, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt l'inverse? Est-ce que ce ne serait pas à l'entreprise à rentrer en compatibilité avec les objectifs individuels? Et bien maintenant, effectivement, je pense que les deux sont extrêmement liés et jusqu'à présent, on ne prenait pas forcément en considération les objectifs personnels, mais c'est là où
l'entreprise peut aller récupérer en fait tout le potentiel de la personne, c'est d'aller vraiment voir ce qu'il y a de plus important pour lui, pour ce salarié, et de faire ressortir au niveau personnel pour le mettre au service de l'entreprise. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que ce confinement a finalement confirmé aussi la nécessité d'amener les collaborateurs à plus d'autonomie et de responsabilité. Et ça aussi, ce sont vraiment des leviers de performance. Alors, je viens de voir une question de Laurent. Comment faire exprimer son objectif à son entreprise? Alors, juste avant de lui répondre, je vais compléter ce que dit Nathalie et ça amènera justement à cette question-là. C'est-à-dire que la première chose à ne pas oublier, et ça c'est le dirigeant qui parle, c'est on est tous dans le même bateau. On va où? On va à New York. Est-ce que tu vas à New York? Oui ou non? Parce que l'entreprise, on répond à un besoin d'un client. On enlève le caillou de la chaussure de quelqu'un. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on y aille? Oui ou non? Sinon, tu ne fais pas partie de l'entreprise. Si c'est oui, eh bien, on va te mettre dans les meilleures conditions pour que tu fasses partie de l'entreprise. D'accord? Avec ton fonctionnement. Et l'idée, c'est vraiment ce sens-là. C'est quoi la vision? C'est pas seulement la mienne, c'est que j'ai une entreprise. Bon, après, si on est décalé, c'est autre chose. Et la première chose, c'est qu'est-ce qu'on est d'accord d'aller au même endroit. Et à partir de là, c'est là où les objectifs, où il y a eu un biais, parce que les objectifs individuels n'étaient pas liés à cette vision ou à ce processus. Donc du coup, une fois que c'est déconnecté, et après, ils ne correspondent plus. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas partir tout seul, donc on est obligé de prendre en compte des personnes qui sont avec nous, sinon à ce moment, tu restes tout seul. Donc l'idée, c'est que je vais aller là-bas, avec qui j'y vais? Ok, tu viens avec moi, donc je vais prendre en compte ce qu'ils veulent, de manière à les intégrer sur mon bateau, et de prendre en compte leurs objectifs, et que les objectifs de l'entreprise correspondent à leurs objectifs individuels. D'accord? Ça va? Et donc là maintenant pour répondre à la question, alors juste parce que là on va jouer sur les mots, est-ce que tu peux juste la répéter? Parce que pour ne pas mélanger les mots, exactement ce qu'il a dit. Alors, comment faire exprimer son objectif à son entreprise? Comment faire exprimer son objectif à son entreprise? Justement, alors je vais répondre à la personne qui pose la question, là je vais répondre aux salariés, non pas au chef d'entreprise. La première chose, c'est est-ce que toi, tu es OK par rapport à la vision de l'entreprise? Est-ce que tu es dans le bon bateau? D'accord? Une fois que tu es dans mon bateau, quelle est ta part de travail dans ce bateau-là? Et donc là, du coup, est-ce que ton objectif correspond à est un élément de cet objectif final? C'est la première question à se poser. Et donc après, derrière, s'il me dit, mais je n'ai pas de main droite, il faut absolument que je me repose toutes les 2 heures parce qu'il faut ma main gauche est fatiguée, oui. Et bien donc je vais prendre en compte cette spécificité parce que maintenant qu'on va ensemble, est-ce que l'objectif correspond? Est-ce que ma valeur ajoutée est là? Est-ce que je peux apporter quelque chose si j'ai cet objectif-là? Et dans ces cas-là, c'est à la fois le sens et à la fois la valeur ajoutée. Donc, c'est peut-être se dire, OK, maintenant, est-ce que moi, j'apporte ma pierre à l'édifice? Et dans ce cadre-là, aller voir son patron et dire, voilà, moi, j'apporte ma pierre à l'édifice. Maintenant, les choses ont un peu changé parce que pour apporter ma meilleure pierre à l'édifice, ce serait bien que j'ai ça. Parce que j'ai une relation là-bas. Et non pas, je regarde mon nombril et puis je dis, tiens, moi, j'aimerais bien avoir ça. On joue un peu sur les mots, mais l'objectif est différent. Donc là, je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, mais ça permet d'aller dans ce sens-là. Voilà. Ce qui est clair pour Laurent, c'est exprimer réellement auprès de son dirigeant d'entreprise où il en est, ce qu'il veut faire et quel est son propre objectif. C'est entrer en relation avec sa direction et c'est vraiment communiquer. Exprimer son besoin, je vais même plus loin, parce que souvent on n'exprime pas son besoin, en pensant que derrière, qu'est-ce qu'il va dire? Peu importe ce qu'il va dire. Exprime ton besoin avec des mots. Alors je dirais même comme si tu parlais à ta grand-mère, comme ça moi c'est très clair. Et puis après, c'est un homme comme toi, le dirigeant. Alors après, et tu lui exprimes ce besoin-là, mais en partant du jeu. Est-ce que Nathalie, tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Après, ça fait partie des techniques de la CNV, la communication non violente, qui est tout à fait adaptée aussi dans le domaine de l'entreprise. Et rien de tel que d'utiliser ces outils pour pouvoir exprimer ses besoins. Et effectivement, pour arriver à un terrain d'entente, on va dire, et à un objectif commun, il faut pouvoir à un moment donné exprimer les besoins, aussi bien le salarié que le dirigeant, le manager aussi puisse exprimer aussi les besoins qu'il attend. Mais chacun doit être en capacité d'exprimer ses besoins pour pouvoir avancer ensemble. Et comme tu le disais, Jean-François, après, s'il y a divergence et si on se rend compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, effectivement, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ou alors, il faut trouver un compromis. Mais il faut pouvoir exprimer les besoins. Je confirme ce que tu viens de dire à 100%.
Parfait. Nos intervenants sont d'accord les uns les autres, c'est très bien. Alors, on a parlé de la performance individuelle. Si on parlait maintenant de la performance collective, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Là, on n'est plus sur une seule personne, on est vraiment sur un collectif. Alors là, c'est la même notion de performance individuelle collective, c'est-à-dire qu'on est sur le même bateau. La question à se poser, c'est quoi la différence entre une équipe et un groupe? Alors, on pourrait partir longtemps là-dessus. Simplement, ce qui est important, c'est que dans une équipe, la plus grande différence, c'est que la communication elle est directe. Après, il y a le but, il y a plein de choses qui. Dans une équipe, vous prenez des personnes qui sautent en parachute. Si d'aventure, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'équipe. Et souvent, dans les entreprises, je dis s'il y a deux personnes qui ne se parlent pas dans une équipe, ben, il n'y a pas d'équipe. Pourtant, tout le monde dit on est une équipe, on y va, etc. La première chose, elle est là pour moi. Et donc, l'idée dans la performance d'équipe, c'est d'abord de comprendre le fonctionnement de chacun. Par exemple, là, dans une performance d'équipe, la première chose, c'est de l'audit. Alors souvent, j'en parle de ça, c'est de faire le bilan d'équipe en disant comment je fonctionne. Toi, tu es plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Et on décale le je du fonctionnement. Lui, il est manipulateur, c'est un je. Et alors, il est manipulateur, il a un fonctionnement parce que sous stress, il veut récupérer quelque chose. Et donc, du coup, le fonctionnement permet aux personnes de se comprendre. Et c'est marrant parce qu'une fois qu'ils sont autour de la table et qu'ils comprennent chacun leur fonctionnement, et d'un seul coup, ça descend tout de 2 crans, voire de 3 crans, voire de 4 crans. Et là, on peut aborder la vision, on peut même parler d'objectifs comme on a évoqué juste avant. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est ces deux notions que je voulais approfondir aujourd'hui avec vous. Nathalie, peut-être? Ouais, je voudrais juste compléter en disant que en fait, la performance de l'équipe va forcément passer par une nécessité de réorganisation pour assurer la continuité de l'activité et que le management d'hier n'est plus forcément adapté aux contraintes d'aujourd'hui et ni de demain. Donc, les processus d'avant-crise vont devoir être revus, même si certaines entreprises avaient déjà bien avancé dans ce domaine, dans tout ce qui est communication et justement collaboration et co-création. Et la performance va vraiment dépendre, selon moi, vraiment d'un management qui va pouvoir s'appuyer sur la co-création, la réflexion collective, en permettant aux collaborateurs d'assumer sa singularité, sa singularité. Et le manager va devoir se réinventer finalement pour redonner du sens à l'action de son équipe. Donc, c'est avec des équipes fortes et soudées que les entreprises vont pouvoir mieux faire face à cette crise. Et donc, les managers vont devoir vraiment tenter avec leur équipe. Donc, cette notion de co-création est importante pour comprendre collectivement ce qui vient d'arriver. Normalement, elle aurait dû toujours être cette co-création. Aujourd'hui, elle doit. C'est obligatoire, elle doit apparaître dans le système de management. Alors, le travail sera plus du tout vécu comme auparavant, on le sait. Tu vas nous le confirmer, Nathalie, Jean-François également. Comment allons-nous réagir toutes et tous au changement maintenant? Alors, pour accepter le changement, chaque collaborateur de l'entreprise, et toujours à tous les niveaux, chaque collaborateur va être amené à passer par une courbe de deuil, la courbe du changement. Et cette courbe de deuil, c'est un processus naturel qui se met en place pour faire face à un changement soudain, souvent, dans notre quotidien et ici professionnel. Alors, connaître les phases qui permettent donc de passer à autre chose, ces phases de ce changement, permet de comprendre les résistances et cela peut vraiment donner des pistes pour mieux accompagner les personnes. Donc, les deuils qui ne sont pas faits favorisent une certaine nostalgie et empêchent les salariés de se mobiliser sur l'avenir. Donc, pour détailler un petit peu la courbe de deuil et cette courbe de changement, en fait, elle est en deux phases. Il y a la phase descendante puis la phase ascendante. Et dans cette première phase descendante, il y a d'abord la première étape qui est le choc, la sidération. Donc, on peut considérer que l'annonce du confinement a quand même été un choc pour bon nombre de salariés. Il y a ensuite la phase de déni, de négation. Donc, ça ne va pas durer longtemps. Voilà, on va revenir comme avant. Donc, on est vraiment dans une forme de déni. Et puis après, il y a d'autres émotions qui rentrent en ligne de compte. Donc, il y a la colère, avec parfois un sentiment d'injustice, une recherche d'un responsable lié à son inconfort.
il y a la peur de l'inconnu, peur de l'inconfort, peur des difficultés nouvelles, peur de ne pas être à la hauteur aussi, hein, dans ce nouveau contexte. Et puis, c'est vraiment une période de stress intense avec beaucoup d'anxiété. Et c'est comment, en fait, c'est ce qu'on va faire, comment on va faire pour se sortir de là. Et puis, il y a aussi la tristesse, l'abattement. Alors là, c'est le début quand même de l'acceptation vers une prise de conscience de ce que l'on a perdu et le caractère définitif de la perte. Et puis après, on va commencer à remonter la pente, dans cette pente ascendante, où on va passer par donc l'acceptation. Donc, on va commencer à changer de regard, on va se tourner vers l'avenir, vers le mouvement, vers ce qui est possible. C'est vraiment, OK, j'accepte de changer de zone de confort finalement. J'accepte de voir que dans ce qu'il y a là, il y a peut-être des choses qui pourraient me convenir. Et puis, il y a cette phase de pardon. Alors, le pardon, c'est à la fois le pardon envers soi-même, qui est libérateur de culpabilité. Et puis, il y a le pardon qui est tourné aussi vers l'extérieur. Alors, l'extérieur, hein, tout dépend hein, si c'est des personnes, si c'est la situation. Hein, voilà. Et puis, il y a enfin cette phase, cette étape, pardon, qui est la quête de sens et de renouveau, qui vont vraiment permettre aux salariés de trouver tous les bénéfices hein, de cette nouvelle situation. Et là, ça peut être la révélation. Et sans ces changements, elle n'aurait pas pu connaître ces bénéfices. Et pour terminer donc ce deuil du changement, ce deuil de cette courbe de deuil, on va vraiment intégrer et regarder vers l'avenir. Alors là, dans toutes ces étapes, la difficulté pour les entreprises, ça va vraiment être de repérer et d'accompagner chaque salarié qui en fait n'est pas forcément au même niveau. Il y a souvent des décalages d'un salarié à un autre sur son positionnement dans cette courbe de deuil. Donc, tous les salariés n'ont pas vécu la même manière d'être confinés, donc pas vécu les mêmes expériences, et qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et dans une même entreprise, on peut avoir le salarié qui a été en arrêt de travail total. Il y a celui qui s'est rendu sur le site et qui a continué son activité comme avant, mais dans un autre contexte, hein, finalement, puisque souvent, la plupart étaient quand même assez seuls, où la communication était différente. Il y a les salariés qui étaient en télétravail qui l'ont très bien vécu, les salariés qui ont très mal vécu le télétravail. Donc, chacun a vécu son activité professionnelle différemment et il va falloir que l'entreprise tienne compte de tout ça, de chaque individu et de chaque perception de chaque salarié, et en tenant compte aussi du contexte anxiogène général qui a pu contribuer. Alors, il va être important pour que chacun cherche et trouve sa place dans cette transformation accélérée, de passer par toutes ces étapes de transformation et de deuil. Et puis, je voulais aussi préciser que le portrait robot du travail de demain va devoir quand même intégrer donc, le télétravail, les gestes barrières et la quête de sens dont on parle depuis le début de ce webinaire. Alors, Edouard nous pose une question. Edouard nous demande comment repérer ces différentes étapes chez tous les salariés d'une même entreprise. Alors, ça, c'est justement en étant dans l'échange, en étant dans l'accompagnement qu'on peut le repérer. Les émotions, donc là, on en parlera lors du prochain webinaire, sont repérables. Et la difficulté qui est quand même présente, c'est qu'on peut avoir plusieurs deuils à faire en même temps. Là, dans cette situation, c'est le deuil de mon ancien fonctionnement en tant que salarié, le deuil des relations que j'ai pu avoir avec mes collègues qui seront complètement différentes, le deuil de mon ancien fonctionnement personnel. Donc, en fait, il y a beaucoup de deuils qui sont mis en place en même temps. Et effectivement, pour les entreprises, c'est extrêmement compliqué. Et c'est là où ça peut être pertinent d'être accompagné.
Mhm. Et toi, Jean-François, sur l'aspect performance pure, parce que là, on vient d'aborder plutôt le changement, sur l'aspect performance, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, je reviendrai quand même sur ce que dit Nathalie, parce que c'est très juste. Et là, j'insiste encore plus là-dessus, parce que moi, pendant 7 ans, je n'ai pas du tout pris en compte ça quand j'étais à la tête de ma boîte. C'était quelque chose qui n'était pas naturel pour moi. Ok, il y a un truc qui se passe, ben on dégage ça. Et non, en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que même qu'on perde quelque chose, on m'a volé mon ordinateur, je suis passé exactement par la même étape. Hein. J'ai dénié, et j'ai fait le déni, après j'étais en colère, tiens, j'aurais pu faire autre chose. Et après, derrière, je me suis dit, bah, j'ai eu peur, qu'est-ce que je vais faire maintenant sur mon ordinateur? Et puis, à un moment, il y a la tristesse qui arrive. Et à ce moment, justement, dans ces phases-là, comme dit Nathalie, tant que la tristesse n'est pas passée, ça ne fonctionnera pas, il n'y aura pas de changement. Donc, c'est important qu'elle passe. Et donc, cette colère qu'ils vont exprimer, parce qu'ils vont exprimer de la colère, et bien, se dire c'est naturel, parce que, attention, je parle dans les limites, et je ne dis pas de l'accepter, simplement de reconnaître ça, parce que de toute façon, c'est une étape incontournable dans cette phase-là. Parce que c'était un choc quand même d'être confiné. Hein. Même si il y en a qui ont trouvé ça bien ou peu importe, mais c'était un choc. Et de retour également au travail, même si c'est prévu, eh ben, c'est quand même 2 mois, c'est comme un retour de vacances. Hein. Il y a aussi un mini-choc qui apparaît. Plus le changement d'organisation, plus les nouvelles habitudes. Effectivement, comme dit Nathalie, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc là, du coup, c'est repérer également ces émotions-là. Maintenant, au niveau de la performance, ce qui est important, c'est que encore plus maintenant, c'est important de retrouver le sens et de retrouver la relativité du potentiel. Parce que sinon, vous allez courir comme je l'ai fait. Hein, parce que pour la petite histoire, j'ai repris une boîte juste avant la crise et 2 mois après la crise est arrivée, 4 mois après, elle était par terre en 2008. Et après, il a fallu la redévelopper. Et donc, on court un peu partout à droite à gauche en disant, il faut retrouver de la performance. Mais sans oublier qu'il y a cette courbe aussi à passer. Donc, l'idée, c'est de se recentrer sur ce potentiel, sur sa valeur ajoutée, pour pouvoir se dire, OK, mais où est-ce que je vais aller rechercher de la performance? Et se dire, attends, là, je suis dans une étape où je ne suis pas forcément très bien, où mes salaires ne sont pas très bien. Maintenant, comment je vais pouvoir adapter ça pour pouvoir avancer vers un nouveau projet? Et ce nouveau projet, peut-être que vous avez fait le deuil, mais vos salariés ne l'ont peut-être pas fait. Vous êtes déjà projeté dans autre chose, mais eux ne l'ont pas fait. Donc, l'idée de la performance, c'est de leur dire, OK, on va aller quelque part par là. Maintenant, moi, je sais où vous en êtes là. Je vais vous indiquer le chemin, du moins là où je pense aller, je vous partagerai. Maintenant, je vous accompagne dans cette phase-là avant de parler de retour à la performance. Même si c'est urgent et que ce qui se passe, il y a aussi la survie des boîtes. Hein, donc, je vais faire mes propos de ce que je suis en train de dire. Mais je pense que voilà, cette survie passera également par cette compréhension-là. Exactement, c'est le thème de notre webinaire, c'est la survie des entreprises, donc le retour à la performance. Mais excellent conseil Jean-François, il faut réellement travailler sur la courbe de deuil de chacun pour que chacun soit prêt et que la direction ne parte pas en avant en disant ça y est, nous, notre courbe de deuil, elle est derrière nous, on peut y aller, et à la traîne tous les salariés qui sont encore en plein dedans. Donc aujourd'hui, dites-moi tous les deux si je suis dans le vrai, il y a urgence à travailler auprès de chacun des salariés, les accompagner, les aider, les prendre par la main et les tirer vers la performance. C'est vrai, mais attention, juste une petite précision, je n'ai pas eu conscience de ça. Hein. Donc, c'est pas je comprends que d'autres dirigeants ne peuvent pas avoir conscience en disant bah, c'est passé, maintenant que tout le monde doit le passer, puis c'est ma boîte, c'est la boîte c'est la boîte des dirigeants. Donc, du coup, ils sont aussi liés à ça, et il y a cette urgence-là. Maintenant, c'est vrai que l'idée, c'est également de se dire, maintenant, OK, j'ai ça, et de dire, peut-être que je comprends, il y a des choses qui se passent, mais OK, je vais prendre un petit peu encore de temps pour pouvoir expliquer, de pouvoir passer cette courbe-là. Je ne sais pas si Nathalie, tu es OK avec ce que je dis. Complètement. Bon, ils sont toujours d'accord tous les deux. Moi, ça me va très bien. Hein. Ça me va très bien. Ils vont se serrer la main en partant. Hein. Alors, et maintenant, concrètement, c'est maintenant que ça devient assez important pour tout le monde, et nous y compris. On va reprendre nos activités de façon plus soutenue. Est-ce qu'on est prêt? Comment allons-nous faire? Concrètement, dites-moi. Alors, si je peux commencer, déjà, le confinement a quand même prouvé quelque chose, c'est que la productivité chez soi n'est pas moins importante qu'au travail. Et surtout lorsque les enfants seront retournés à l'école, hein, auront repris le chemin de l'école, je pense que le travail va vraiment devenir une nouvelle norme et va connaître un développement sans précédent. Donc ça déjà, c'est une chose et il devrait vraiment s'imposer comme un nouveau mode de travail à part entière. Donc il va falloir qu'on fasse avec le télétravail.
Par contre, ce mode de fonctionnement convient bien à certains salariés, mais pas du tout à d'autres, hein. Et ça, il va falloir que l'entreprise le prenne en considération. J'ai un exemple pas plus tard que vendredi dernier où j'ai pu rencontrer des salariés d'un même service dans une entreprise. Et en fait, un des salariés, donc une salariée en l'occurrence, disait que le télétravail, en fait, ça avait été vraiment un réel épanouissement pour elle, hein. Et qu'elle avait même eu cette sensation. Alors, j'ai été vraiment impressionnée de ces mots, hein. Elle avait même eu l'impression, la sensation d'être son propre patron et d'être à son compte, hein, juste du fait d'avoir eu plus de responsabilité et d'autonomie. Et en fait, ça lui avait créé un nouveau souffle dans sa vie professionnelle et sans pour autant perdre en performance et bien au contraire. Donc, c'est important de prendre en considération ça. Mais d'un autre côté, il y avait aussi un autre collaborateur pour qui le télétravail avait été vraiment une souffrance. Il n'avait pas du tout supporté l'organisation à la maison et il attendait avec une réelle impatience de pouvoir retourner sur le site. Donc, en fait, pour gagner en performance, l'entreprise va pouvoir compter sur chaque collaborateur en intégrant leur singularité, leur sensibilité. Et pour cela, il va falloir faire preuve de beaucoup d'écoute, d'empathie et de bienveillance. Et ça, c'est vraiment le trio gagnant pour un management réussi. Et également, confirmer aussi le lien de confiance qui unit l'entreprise avec les collaborateurs. Et que les managers n'hésitent pas vraiment à remercier, voire à féliciter les membres de leur équipe pour le travail effectué pendant cette période délicate. Donc, dans cet esprit d'accompagnement des collaborateurs dans leur besoin de mettre du sens dans leur travail, il existe une méthode qui s'appelle le sense making, qui en fait va consister à donner du sens collectivement à une expérience, à avoir une réflexion collective pour donner du sens à l'expérience. Et chaque collaborateur va chercher des signes dans son quotidien auxquels on va essayer de donner du sens. Et ce cumul d'expériences va permettre de tisser un nouveau sens du travail. Alors, une équipe qui comprend que chacun a un vécu différent, que chacun a eu un vécu différent pendant le confinement, que chacun éprouve des émotions et que chacun aura des réactions différentes, finalement, c'est une équipe qui va arriver à tirer quelque chose du passé, tout en diminuant peut-être les conflits à venir, hein, parce qu'il risque d'y avoir des conflits par la suite. Et tout ça, en fait, ça va donner à l'entreprise des clés pour aller vers la performance de demain. Et il y a un mot que l'on n'a pas encore évoqué jusqu'à présent, mais c'est que il n'y a pas de performance en fait sans résilience. Très bien. Jean-François, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu aurais une astuce par rapport aux salariés et aux managers pour se libérer du temps? Je sais que c'est ta spécialité, donc tu vas un peu nous développer le sujet. Je vois le sourire jusqu'aux oreilles, tu es dans ta zone de confort. Parce que, en fait, se libérer du temps, c'est choisir sa vie. De plus subir le temps, de le choisir, c'est quelque chose d'assez important. Alors, des astuces, il y en a plein, mais déjà, je reprendrai sur un point, j'y reviendrai sur ta question, Catherine, mais pour compléter ce que dit Nathalie, la première chose, et c'est valable pour se libérer du temps, d'abord, c'est quel est le sens? Quel est le sens? Qu'on l'a dit au départ, c'est quoi le sens? Et moi, là-dedans, comment je fonctionne? Et puis, je parlais tout à l'heure de valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée. J'ai une valeur. Sans moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, avec moi, ça se passe différemment. Donc, j'ai une valeur ajoutée. Et ce qui est important, c'est de prendre en compte cette valeur ajoutée. Est-ce que c'est compatible avec la valeur ajoutée de l'entreprise? C'est-à-dire que j'enlève un caillou dans la chaussure du client en face, et il est prêt à payer pour ça, et donc voilà que je lui livre. Et voilà, si l'entreprise existe, si elle n'existait pas, qu'est-ce qui se passerait? Donc, je transforme quelque chose. Donc, moi, je transforme quelque chose au sein de cette entreprise. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, et maintenant, on se repose la question, parce que avec le télétravail, il y a plein de choses qui ont été mises en place, du moins posées sur la table, sur l'organisation, sur plein de choses. Et l'idée, c'est vraiment où est ma place par rapport à ça? Quelle est ma valeur ajoutée? Et justement, c'est une opportunité. On parlait tout à l'heure d'objectifs.
Mais je pense qu'avant, réfléchir à ça permet aussi de se positionner et puis même de se trouver quelque chose de plus intéressant plutôt que de dire maintenant vers quel objectif, c'est quelle est ma valeur ajoutée. Et après, on parlait d'objectifs. Alors maintenant, pour se libérer du temps, parce que ce qui se passe également, c'est que dans cette période un peu compliquée, on va vouloir mettre beaucoup de choses et puis surtout être à l'écoute de chacun et on va trouver la performance. Donc la première chose que je recommande, c'est de rester focalisé sur la valeur ajoutée. Si la valeur ajoutée de votre entreprise actuellement passe par échanger avec la salariée, eh bien c'est une étape à mettre en haut. Mais être focus là-dessus. C'est-à-dire de ne pas courir 15 lièvres à la fois et de se dire voilà, quelle est ma valeur ajoutée parce que ça a du sens par rapport aux clients. Par exemple, moi, quand est arrivée la crise en 2009, je n'ai pas fait ça de manière exprès, mais c'est simplement rétroactivement. Je me suis dit, quelle est ma valeur ajoutée? Moi, j'ai plutôt une expérience de grand groupe. Qu'attendent mes clients? Et j'ai fait correspondre les deux. Et je me suis focalisé que là-dessus. Le reste, ça ne m'intéressait plus. De toute façon, il y avait urgence, il fallait sauver l'entreprise. Donc, l'idée, c'est, s'il y a une astuce à donner, du moins si on peut parler d'astuce, la première, ce serait celle-ci. La deuxième, alors là, c'est plutôt d'un autre regard, c'est ne pas penser à la place de l'autre. Parce que vous ne savez pas ce que la personne a vécu. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et là, l'idée, c'est déjà, et ça gagnerait beaucoup à juste reposer la question. Donc, c'est deux choses. Focaliser. Et quand il y a quelque chose, plutôt que de dire il est comme ci, il est comme ça, on s'en fout, le confinement est passé, les personnes ont pu changer dans la manière d'aborder les choses. Donc, reposez cette question-là. Et donc, après, vous pourrez vous libérer plus de temps. Les relations, regardez combien de temps vous perdez dans une journée sur un positionnement au niveau relationnel. Vous allez faire toutes les techniques du monde pour gagner du temps sur l'organisation, sur les méthodes, tout ce que vous pouvez faire, apprendre des choses à droite à gauche, mais finalement, en travaillant déjà en amont sur rien que le positionnement, regardez combien de temps vous prenez. Encore ce matin, j'étais avec une personne, elle perdait 2 heures par jour sur un positionnement par rapport à des relations. Elle n'osait pas dire à ses salariés ou elle interprétait des choses et elle arrivait, elle a beau avoir toutes les techniques, mais si ces 2 heures ne sont pas gagnées, ça ne sert à rien de faire des choses derrière. Voilà, donc relation, valeur ajoutée, sens. C'est passionnant tout ça. Alors, comment vous pouvez aider… J'ai été très concis, Catherine. Oui, mais c'est vraiment passionnant et on sent que c'est quelque chose qui t'anime énormément. À votre avis, tous les deux, comment vous pouvez aider les entreprises et leurs salariés à passer ces étapes, à être dans cette étape de performance, de changement? Comment vous allez vous organiser pour aider ces entreprises, vous? Alors, notre domaine, c'est quand même la QVT. Hein. Donc, effectivement, ça va la QVT au sens large. Et plus précisément, dans l'accompagnement au changement, tout comme je l'ai expliqué tout à l'heure au travers de la compréhension et de l'accompagnement dans la courbe du deuil. Je pense que c'est un accompagnement quand même indispensable, et cela pour l'ensemble des collaborateurs, alors que ce soit sous forme de formation, de coaching, et cela c'est selon les attentes et les besoins des salariés de l'entreprise. Donc à chaque entreprise de faire le point sur ses besoins et ses attentes. Et puis il me semble que les clés du changement vont s'articuler également autour de l'accompagnement de l'organisation quotidienne, que ce soit dans ce format télétravail ou reprise, ou justement un temps de présentiel, télétravail, voilà, et tout en sachant que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain, parce qu'on est encore en évolution, que beaucoup d'entreprises n'ont pas repris l'ensemble de leurs effectifs sur les sites, et que ça ne sera pas le cas avant plusieurs mois. Donc forcément, il va y avoir une évolution continue et une organisation quotidienne à travailler et à retravailler. Ça peut être dans la gestion du temps, comme le spécifiait Jean-François, dans la gestion de la charge de travail, dans la motivation, la gestion du stress, ou encore la gestion de la vie, l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Alors, j'ai une question d'Isabelle. Bonjour Isabelle, Isabelle Millet. Alors, il va falloir que vous réfléchissiez parce que cette question nous pose justement un cas précis. Sans remettre en cause cet accompagnement bienveillant, nécessaire et indiscutable, comment remettre aussi certains collaborateurs au travail qui ont un peu décroché pendant le confinement, font peu d'efforts ou profitent en quelque sorte de ce contexte
et de ne pas créer d'inégalité par rapport aux autres qui s'y remettent plus vite. Donc, en quelque sorte, certaines personnes sont restées un peu bien confinées et difficilement déconfinables, si on peut le dire. Et malgré tout, il faut qu'ils reviennent au travail, alors que les autres, ils sont déjà sans rechigner. Que faire? Comment allons-nous travailler sur ces gens-là? Alors, deux choses. D'abord, en préalable, il est clair que le confinement nous a montré une chose. Certains sont revenus. Il y a deux aspects importants. Il y en a qui se disent, mais moi, j'ai vécu des choses intéressantes au niveau de mon équipe vie pro vie perso. Je veux continuer à garder ça. Et voilà. D'autres qui se disent, non, la boîte, retrouve la performance. Et là, on a deux opposés qui peuvent arriver. Alors, la première chose par rapport à ça, qu'est-ce qui fait dire qu'ils ne se remettent pas au travail? C'est-à-dire qu'il y a des critères qui ont été dit dans l'entreprise, et si ces critères sont là, il y a un cadre. Et s'il est hors cadre, il est hors jeu. C'est aussi clair que ça. Du moins, c'est l'ancien patron qui parle. C'est-à-dire que l'idée, c'est si le cadre est défini, et les critères, s'il n'y a pas de critères, comment on peut juger qu'ils sont en jeu? Donc, en fait, c'est intéressant. Sur quels critères la personne, Isabelle, dit tiens, il rechigne à se mettre? Parce qu'elle a peut-être fixé des choses, il y a peut-être des choses qui sont peut-être dans leurs attributions. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire est-ce qu'ils sont hors jeu ou pas par rapport à ça? Ça, c'est la première chose. Après on comprend certaines choses, on peut accompagner vers le retour au cadre. Ça, c'est autre chose. La personne dit ok, moi j'ai du mal, je peux accompagner. Mais si cette personne ne veut pas être accompagnée au retour au cadre, et bien donc, du coup, elle est hors cadre. C'est sévère. On peut en discuter c'est un peu strict. Alors, c'est peut-être un peu strict, mais c'est une question de principe à la base, une question d'équité et d'équilibre. Sinon, comment on maintient un équilibre? Si le cadre n'est pas défini, comment on va faire? S'il y a 50 salariés, et puis à chacun, on va mettre un cadre. Non, il y a un cadre, et après, on accompagne les personnes dans le cadre. C'est pour ça qu'il y a de la bienveillance, il n'y a pas de souci d'accepter ce qui s'est passé. Mais après, le cadre est défini. Là où il n'y a pas de cadre, effectivement, se pose ce genre de problème. Se pose ce genre de questions, parce que comment on fait pour pouvoir avancer dans cette direction-là? D'accord. Après, d'ailleurs, il y a tous les outils du monde, mais les outils du monde ne substitueront pas à cette absence de cadre. Et puis surtout, encore une fois, sortir du subjectif pour dire qu'est-ce qui me fait dire qu'il rechigne et qu'est-ce qui fait dire que les autres ne rechignent pas. Et donc, ça veut dire forcément, elle a des critères pour ça. D'accord. C'est retour au cadre, quand même. Oui, alors je dis pas, encore une fois, le cadre, c'est normal d'avoir un cadre pour pouvoir avancer. Sans cadre, on n'avance pas. Je ne dis pas quelque chose qui est figé, qui est fixé et puis avec gravé dans le marbre. Simplement un cadre qui est d'ailleurs défini en général avec l'équipe. Quand on parle de performance collective, c'est qu'ensemble, on a défini un même cadre. Dans une association, quand les personnes sont ensemble, on définit un cadre commun. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas le cadre qui est imposé, c'est un cadre qui est défini ensemble. Et si le cadre n'existe pas, eh ben, redéfinissons-le ensemble. Justement, c'est l'occasion de tout remettre sur la table et dire à tous les salariés, on y va, on définit un cadre commun. Et les personnes d'elles-mêmes savent, quand on parle de retour à l'autonomie, c'est que si elles franchissent le cadre, elles savent d'elles-mêmes qu'elles sont hors jeu. Parce que le cadre est défini en commun. Effectivement, si le cadre n'est pas défini avec eux, et il est clair qu'il peut pas être, c'est compliqué de l'imposer derrière. Alors, dans sa deuxième partie de question, elle avait également parlé des autres qui s'étaient remis beaucoup plus rapidement en étape de déconfinement. Et pour ne pas créer d'inégalité entre ceux qui restent encore plus ou moins confinés et ceux qui sont déjà déconfinés, qui sont repartis au travail, comment gérer un peu ce fossé entre les deux? Est-ce qu'on va travailler sur la personne? Je voudrais juste rajouter un point par rapport au cadre dont Jean-François parle. En fait, ce n'est pas parce qu'on a un cadre qu'on ne peut pas s'épanouir dans ce cadre. À l'intérieur de ce cadre, c'est bien d'avoir une certaine liberté et de pouvoir aller dans la quête de sens dans ce cadre. C'est difficile d'ailleurs d'être dans la quête de sens s'il n'y a pas un cadre, parce qu'on peut partir vraiment dans tous les sens. Donc, avoir déjà à l'intérieur de ce cadre, comment on peut travailler sur la quête de sens. Il y a la notion de motivation aussi. Voilà, peut-être que cette personne, en l'occurrence, pour reprendre cet exemple précis, peut-être qu'elle a besoin de certains éléments pour être motivée qui seront différents d'autres collaborateurs. Et c'est là, en fait, toute la subtilité du manager, d'arriver à s'adapter pour sortir la pépite de chacun, la valeur ajoutée de chacun dans ce cadre. Donc là, effectivement, c'est peut-être une brebis égarée si cette personne considère l'ensemble du groupe. Peut-être qu'elle a du mal effectivement à se remettre dans le mouvement, mais elle en est peut-être à une étape bien en retrait, dans l'étape du deuil par exemple. Donc il y a peut-être aussi à travailler là-dessus. Donc aujourd'hui, on veut vraiment essayer de remettre tout le monde dans un moule et je pense que c'est là peut-être
La différence avec le passé, c'est vraiment d'essayer de prendre chacun en considération et de l'amener à retrouver le groupe, mais sans se braquer, sans le braquer, et en réorganisant et en redéfinissant ce cadre dont tu parlais, Jean-François. Oui, pour le cadre, qu'on soit bien clair, c'est que ça correspond à un sens et une vision. Si elle ne correspond pas à un sens ou une vision, on oublie. C'est un cadre à ce moment fixé arbitrairement, et là, il n'y a plus de sens. L'idée, c'est que. Moi, j'ai pas eu de cadre pendant 6 ans, donc j'en parle aussi librement que ça, parce que du coup, j'ai été confronté à ce genre de choses. Comment je fais pour faire accepter à l'un et pas à l'autre? Et donc, du coup, on tourne à droite à gauche, et puis après, l'autre, il mérite plus, mais alors comment je peux faire? C'est compliqué. Puis la personne qui fait plus, elle se dit, mais attends, mais lui, il semble faire moins, et avec tous les conflits qui peuvent arriver. Et à partir du moment où il y a ce cadre qui est mis, alors, parce qu'on a travaillé alors sur le projet, une fois qu'on a le projet, on met ce cadre, mais en accord. Et du coup, comme sur un terrain de foot, hein, tu sors du terrain, tu n'es pas sur le terrain, c'est tout à fait admis. Par contre, à l'intérieur du terrain, tu fais ce que tu veux, tu joues, tu vas marquer des buts, etc. Et tu es créatif. Mais ce n'est pas un cadre contraignant, c'est simplement un cadre pour savoir, pour mener à bien le projet de l'entreprise. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Isabelle? Juste répondez-moi par les questions-réponses pour savoir si on creuse ou si c'est quelque chose qui peut vous aider. Après, Maintenant, on parlait… Oui. Catherine, juste pour compléter, je me permets, cette personne-là, et pour compléter ce que dit Nathalie, après, peut-être qu'elle a besoin d'un accompagnement, comprendre ce qui se passe derrière, comprendre ce qui se passe en elle. Donc, si cette personne elle dit, OK, je ne sais pas faire, je donne un accompagnement, et également, nous, on peut intervenir pour ça, de manière à pouvoir accompagner, coacher cette personne pour comprendre ce qui se passe et puis faciliter Isabelle, la vie d'Isabelle, pour que cette personne puisse réintégrer ou intégrer l'entreprise. Voilà. D'accord, très bien. Le cerveau collectif, ça vous parle? L'autonomie des équipes? Dans ce que vous pouvez produire comme aide aux entreprises, il y avait les formations, l'accompagnement et construire les performances de demain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus l'un et l'autre? Alors, le cerveau collectif, oui, c'est utiliser le potentiel de chacun et co-construire ensemble. Donc, c'est au travers du sense-making dont je parlais tout à l'heure. C'est co-construire l'entreprise de demain avec la nouvelle donne, tout simplement. D'accord. Et comment ça s'organise par rapport aux équipes? Alors, aujourd'hui, en fait, c'est l'entreprise qui va déterminer un petit peu la donne, c'est à savoir quels sont vraiment ses besoins et ses attentes. C'est un accompagnement souvent extérieur qui va permettre d'avoir un nouveau regard, mais qui va vraiment laisser la place à chaque individu, à chaque collaborateur de créer l'entreprise et de créer aussi, de co-créer le cadre dont on parlait, pour reprendre le terme, avec les attentes de l'entreprise. D'accord. Donc, je vous sens cohérent par rapport à tout ça, tous les deux. Bah, écoutez, on peut commencer à conclure. Isabelle nous a dit qu'elle avait eu la réponse. Elle nous remercie. Et nous précise qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Alors, ce sont des conversations qu'on va pouvoir avoir hors antenne. Il y a beaucoup à dire, en effet, sur ce sujet du cadre, de comment faire rentrer quelqu'un dans le cadre, mais doucement quand même, tout en ayant un œil sur sa courbe de deuil et en ne favorisant pas cette personne au détriment des autres. Donc, on a beaucoup d'aspects. Nathalie et Jean-François sont des professionnels dans ce domaine-là. Je pense qu'ils pourront répondre à beaucoup plus de questions hors antenne. Alors, vous allez pouvoir commencer à conclure l'un et l'autre en vous passant naturellement le micro, l'un et l'autre, hein, qu'il n'y en ait pas un qui parle plus que l'autre. Je vous laisse gérer la conclusion. Alors, moi, pour juste conclure donc, ce webinaire, je voulais insister sur l'aspect déjà, le fait qu'on tâtonne, hein, que tout le monde tâtonne et qu'on est vraiment en phase d'expérimentation, en période de test. Donc, il faut rien prendre pour argent comptant aujourd'hui, puisque tout est en construction, en reconstruction pour une nouvelle entreprise de demain, avec de nouveaux fonctionnements et vraiment en tenant compte des salariés, en utilisant leur plein potentiel. Donc, je pense que c'est vraiment une des choses sur lesquelles je voudrais insister pour conclure. Et puis, finalement, c'est un sacré challenge pour les entreprises
pour prendre ce train du changement et pour ne pas rester sur le quai de la gare. Donc après, à chaque entreprise de vouloir intégrer ces notions-là ou pas, mais je pense qu'il y a réellement un train à prendre pour être plus dans la performance et dans la compétitivité en utilisant les ressources de chaque salarié. Et puis, il y a aussi la rémunération, le temps de travail sont là, effectivement, mais l'engagement des collaborateurs est vraiment un levier majeur de performance qui est aujourd'hui sous-estimé. Donc voilà, je voulais conclure avec ça. Alors, pour moi, la conclusion, d'abord, on touche à l'humain. Et c'est le sportif qui vous parle. Donc du coup, l'humain, forcément, c'est toute la finesse. D'où d'ailleurs le rôle du manager. Combien il y a de managers qui… Le rôle d'un coach sportif, c'est d'être 80% avec son gars. Dans l'entreprise, quel temps est alloué à la ressource humaine, justement. On parle de ressources humaines. Donc voilà. Après, c'est déjà, bon, je lance une réflexion sur ce sujet-là. L'idée, c'est quand même de mettre les collaborateurs dans les meilleures conditions. Attention, les collaborateurs, l'idée, c'est que une vision commune, on partage, on a un échange avec eux, etc. On ne va pas revenir dessus, mais c'est pas accepter tout ce qui se passe, mais de pouvoir gérer au mieux cet aspect humain. C'est la première chose. La deuxième chose, on parle d'engagement. Effectivement, il y a l'engagement entre une entreprise où l'engagement est présent et une entreprise où l'engagement n'est pas présent. Je crois que c'est 40% de différence en productivité. C'est 30% de défauts en moins. Enfin, bref, c'est des chiffres assez importants. Juste sur le facteur humain. C'est le plus dur à travailler. On travaille tous sur nos process, on travaille tous sur plein de choses, mais alors, sur l'humain, c'est toujours compliqué. Et donc, du coup, et pourtant, une fois qu'on l'a fait, ça paraît assez simple parce que les outils ne sont pas très, très compliqués. Mais c'est simplement cet aspect parce qu'on ne maîtrise pas. On peut maîtriser que l'outil. Si on est bon commercial, on voit à peu près comment on va faire une stratégie commerciale. Mais après, l'humain, on ne le maîtrise pas forcément. Et puis, voilà. Donc, c'est remettre cet humain, l'engagement, comme disait Nathalie. Et puis également de se dire, de toute façon, il y a une crise. Ok, c'est pas la faute au Covid, c'est pas la faute, etc. C'est maintenant, j'ai ma part également là-dessus pour pouvoir redresser l'entreprise. Parce qu'on peut rester en disant, oui, c'est le Covid et on subit ça. Non, ok, le Covid est là. Et je vous parle pour avoir subi quelque chose de similaire. L'idée, c'est vraiment de se dire, maintenant, c'est une opportunité peut-être pour pouvoir faire différemment. Donc, alors, dit comme ça, c'est très facile. Je suis dans un bureau, il y a des personnes qui sont en face et qui disent, mais attends, alors oui, c'est bon, moi, il faut que je retrouve la fin, il faut que je paye tout le monde. J'entends tout ça. Mais c'est simplement, après, si vous voulez échanger, on pourrait échanger là-dessus et on pourra débattre là-dessus. On a pas mal de choses à pouvoir échanger sur ce sujet. Je suis un peu en conclusion, mais bon. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux pour dire qu'aujourd'hui, la fonction des DRH est mise en avant ? Je le disais lors de mon webinaire précédent, ils vont être vraiment mis en avant. Leur rôle sera accru. Et du coup, vos rôles à vous seront importants pour les accompagner. Je pense, dans ce nouveau monde qui s'est créé, donc après confinement, pendant cette période de crise, je pense que chaque DRH doit être accompagné. Il doit avoir de l'aide, il doit avoir de votre empathie, votre énergie, il doit pouvoir bénéficier de tout ça parce que du coup, il est seul aux rênes de l'humain au sein de l'entreprise. Donc, moi, j'ai pas mal de personnes qui viennent voir les webinaires et qui sont des DRH parce qu'ils se retrouvent un peu coincés à se dire, voilà, maintenant c'est à nous à prendre les rênes. C'est à nous à prendre de l'importance, cette importance qu'on ne nous avait pas donnée auparavant et qu'on nous donne maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être un peu perdu, ils nous demandent de l'aide et donc il faut qu'on puisse s'organiser pour leur apporter cette aide au maximum. C'est la raison pour laquelle j'ai organisé ces webinaires, c'est la raison pour laquelle vous êtes là avec nous à réagir par rapport à ça, tous les deux et tous les intervenants ProCap. Voilà, donc je conclurai moi en disant merci à vous deux de votre énergie, de votre exemple, de tout ce que vous avez vécu et de tout ce que vous pouvez nous proposer. Merci pour le futur, pour aller accompagner tous ces DRH qui en ont vraiment besoin. Organisez-vous pour les aider et merci aux personnes qui ont suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous sera utile
En tout cas, on reste en relation avec vous, en contact avec vous pour répondre à toutes vos questions. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.